Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous attaquons la deuxième journée consacrée au forum scientifique. Professeur Amamian, bienvenue parmi nous et je vous donne la parole pour introduire. Merci bien, monsieur le médecin-colonel Sec. Salut tout le monde, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce panel sur les infections respiratoires chroniques que j'aurai l'occasion de diriger avec mon ami le professeur Kofi Ngoram. Le professeur Oufouekra. Nous aurons donc la lourde tâche de cocher ce panel. Les panélistes, les panélistes sont au nombre de 5. Je vais d'abord appeler le professeur Yacine Dia. Ensuite, le professeur Perfoura du Cameroun. Yacine Dia est du Sénégal. Professeur Perfoura du Cameroun. Eric Perfoura. Eric Perfoura. Le professeur Abdourahmane Nia du Sénégal. Le professeur Gildas Adokpessi du Bénin et le professeur Innocent Kachongwe de RDC. Voilà le panel qui va se charger de faire en tout cas la lumière sur les infections respiratoires chroniques. Vous imaginez bien qu'il y en a moult et qu'on ne peut pas parler de toutes celles qui ont un impact sur la santé. Mais nous allons insister surtout sur celles qui ont un impact non seulement sur la santé individuelle, mais également sur le plan social et sur le plan sociétal. Alors, nous avons dressé ce panel avec des centres d'intérêt. Nous allons commencer donc, je vais passer la parole à mes co-chairs. Nous allons commencer donc par, comme on a fait hier, nous avons fait une réunion informelle entre nous pour savoir qui va traiter quoi et dans quel temps. J'insiste beaucoup sur le temps. Il ne faudrait pas que nous débordions parce qu'il y a une session qui nous suit après, je crois. Donc, même si nous débordons 5 minutes, ils comprendront qu'on a commencé 5 minutes après. Ah bon, parfait, merci. Alors donc, nous attendons surtout du public une participation active et une participation, c'est parce que ce n'est pas uniquement un forum médical. Si c'était que médical, il y a une bonne partie de la salle qui ne serait pas là. Parce que ça va voler très haut, donc ça va poser des problèmes. Mais on veut que la salle participe à ces discussions avec ces questions. Je crois que ça, c'est important. On attend ça surtout. Je vais donc passer la parole, je crois, au professeur Kofi Ngoram, qui va introduire le premier panéliste. Comme c'est affiché devant mon nom, je suis le professeur Kofi Ngoram. Mais avant ma présentation, je voudrais remercier tous les organisateurs pour cette invitation qui me permet de fouler la terre sénégalaise, le Teranga. Je suis pneumologue à Abidjan, au CHU de Cocody, en matière de pneumologie avec le professeur Anne. Nous avons initié la Société africaine de pneumologie dont j'ai eu la charge d'assurer pendant 10 ans le secrétariat et la présidence pendant 4 ans. Ensuite, j'ai eu à gérer la Société ivoirienne de pneumologie
Et donc, ce qui fait que la pneumologie, un peu en Afrique francophone, nous essayons de nous organiser et dans une ambiance particulière. Voilà en gros les quelques éléments me concernant. Je vais demander au professeur Krat de se présenter avant qu'on annonce les autres panélistes. Merci, professeur Kofingoran. Comme il a dit, je suis le professeur Kraoufoué. Je suis le seul intrus dans le groupe des pneumologues. Je suis de formation, je suis en maladie infectieuse. Mais moi aussi, je tiens à remercier les organisateurs de ce forum, en particulier mon ami, le professeur Ibrahim Sek, avec qui j'ai partagé donc nos tendre enfance à l'école militaire de Saint-Louis, de 1976 à 83, nous avons eu le bac. Et ça avait beaucoup de plaisir que je le retrouve aujourd'hui au cours de ce panel. Par ailleurs, je tenais à dire que je suis le vice-doyen chargé de la recherche de l'UFR Sciences médicales de Bouaké, puis d'habillement ici de Bouaké, qui est situé donc au centre de la Côte d'Ivoire, à peu près à 342 km d'Abidjan. Donc, je suis heureux donc d'être ce matin à Dakar pour participer donc à ce panel. Merci. Je crois que chaque panéliste va dire un mot de lui et je commencerai par la seule dame qui est parmi nous, Dr Tiakan. Merci, merci professeur Kofingoran. Je suis le professeur Yassine Diakan. Je suis pneumologue, enseignante-chercheur à l'Université Cheikh de Dakar. Je suis également la présidente de la Société sénégalaise de pneumologie. Et nous remercions les organisateurs pour l'occasion de nous exprimer sur les affections respiratoires. Et avant de commencer, je rends hommage à notamment le professeur Abdourahmane. Je pense que si nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Il a enseigné la pneumologie. Et nous rendons également hommage au professeur Kofingoran, il l'a dit tout à l'heure. Ils font partie des précurseurs de la Société africaine de pneumologie, de laquelle dépend la Société sénégalaise de pneumologie. C'est également un réel plaisir de recevoir nos amis venant d'ailleurs. Et à mon avis, moi, dans mon cœur, je les considère comme sénégalais. Les professeurs Pefoura, les professeurs Gildas et les professeurs Innocent Kachongoé. Dans l'âme et dans le cœur, moi, je suis très jaloux. Pour moi, ce sont des amis, sont des Sénégalais amis. Je rends hommage également au professeur Abdourahmane Niang, qui est le vice-président de la Société sénégalaise de pneumologie. Merci, professeur. Excusez-moi, ça c'est un crime de lèse-majesté, le professeur Krat, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce matin. Soyez le bienvenu chez vous également. Deux mots. Merci beaucoup. Je suis Éric Pefoura. Moi, je viens du Cameroun. Alors, je suis là aujourd'hui comme représentant de président de la Société africaine de pneumologie de langue française. Et je salue mes maîtres ici présents sur le plateau et d'autres maîtres qui ne sont pas là. Et je pense qu'on doit faire court maintenant. Je passe la parole, c'est ça? Merci beaucoup. Je suis le professeur Abdourahmane Niang. Je suis pneumologue, professeur agrégé du Val-de-Grâce et je suis très fier d'être là ce matin à côté de mes amis, mais je rends d'abord hommage à mes maîtres, professeur Anne, professeur Ngoran Kofi et tous les autres. Et je remercie aussi les comités d'organisation de m'avoir permis d'être là ce matin. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est le professeur Innocent Kachongoé, pneumologue, professeur agrégé à l'Université de Kinshasa et président de la Société congolaise de pneumologie. Tous nos remerciements aux organisateurs et à nos maîtres qui nous font l'honneur d'être avec eux dans ce panel.
Merci. Jedassa Godopessi est mon nom. Je suis de retour chez moi à Dakar. Et je suis professeur de pneumologie à Cotonou, au Bénin, et président de la Société béninoise de pneumologie. Et je m'en voudrais de ne pas dire merci aux promoteurs de ce forum et spécialement à tous les organisateurs et à tous nos maîtres qui sont là et qui sont ailleurs également et qui nous suivent de très près. Merci. Voilà, le décor est ainsi planté et je vais passer la parole au professeur Anne pour la suite. Merci, professeur Ngora. Nous avons sérié le panel en affection chronique, respiratoire chronique, en affection respiratoire chronique, en cinq séries. Ce sont les cinq panélistes qui sont là. Alors, on va faire une petite introduction sur la définition de maladie respiratoire chronique. Et ensuite, maintenant, nous allons annoncer les thèmes que nous avons choisis. Et ensuite, maintenant, chacun a eu à s'occuper d'un thème particulier. C'est pour éviter qu'on chacun dise la même chose que l'autre en parlant. Une fois qu'on a défini et qu'on a son thème, on s'en limite là pour 7 à 8 minutes, pas plus, et pour qu'on puisse donner la parole ensuite à la salle. Alors, les affections respiratoires chroniques sont des affections non transmissibles, sont des affections qui sont assez fréquentes dans nos régions. Tout le monde connaît l'asthme, tout le monde connaît la BPCO, mais ce sont des affections qui ont la caractéristique d'être des affections longue durée et qui ne sont pas transmissibles. Il n'y a pas de vecteur qui transmet ces maladies. Ce n'est pas non plus une contagion interhumaine qui donne la maladie. Ces maladies sont gérées par d'abord l'hérédité et ensuite les comportements, ensuite la société elle-même qui nous entoure, ce que ça fait comme retour sur la santé des gens. Et ensuite, maintenant, ce sont des maladies qui ont tendance à devenir chroniques. Et en général, ces maladies ne guérissent pas. Et surtout, maintenant, je vais ajouter, ce sont des maladies à soins coûteux. C'est toute la vie qu'on doit se traiter. Quand on est diabétique, c'est toute la vie. Quand on est asthmatique, c'est toute la vie. Alors, quand on a une BPCO, là également, le temps qu'on vit, on va se traiter parce qu'on a des difficultés respiratoires. Alors, donc, nous avons sérié cette session en 5 thèmes principaux. Le premier thème sera consacré pêle-mêle comme ça. Après, maintenant, on verra comment faire. D'abord, le cancer. Le cancer, vous savez que le cancer est en général lié au tabac. L'asthme, que tout le monde connaît. Les maladies, en tout cas le syndrome d'apnée du sommeil, qui commence à être vraiment émergent dans nos zones. J'ai parlé de l'asthme. La BPCO, tout le monde la BPCO, tout le monde sait les liens qu'il y a entre le tabac et la BPCO. Et pratiquement, il n'y a pas de guérison possible. Et le dernier thème, je crois que c'est les maladies professionnelles. Nous sommes dans un pays qui est émergent. Il y a des sociétés maintenant partout. L'extraction de l'or, l'extraction du phosphore, l'extraction du pétrole et du gaz va nous projeter de plein pied dans quelques années dans l'industrialisation. Quand on parle d'industrialisation, on parle de maladies professionnelles. Donc, ce seront des maladies qui existent déjà, mais qui vont augmenter en incidence et donc en complexité. Donc, il faut que vous, les jeunes, vous prépariez déjà à traiter ces maladies. Nous serons derrière, très vieux, on ne comprendra plus rien du tout. C'est vous qui devez prendre la relève et c'est vous qui devez vous former pour ça. Alors, voilà donc les 5 thèmes. Alors, je vais commencer, je vais donner d'abord la parole au premier et puis maintenant, je laisserai à mes 2 co-chairs le soin d'introduire les 4 autres. Je vais donc demander au professeur du papier. Là. Voilà. Alors, je vais commencer par Abdourahmane Nia.
Abdourahmane Niang va nous parler de cancer et tabac. Ensuite, maintenant, nous allons sauter pêle-mêle pour ne pas, ou bien dans la continuité, nous allons donner la parole au professeur Kachongwe qui va parler de BPCO, parce que cancer, BPCO, cancer, tabac, c'est un lien direct. Ensuite, maintenant, le sommeil, les maladies professionnelles et l'asthme viendront ensuite. Je passe la parole au professeur Ngoran pour introduire le premier panéliste. Alors, comme énuméré tout à l'heure, le professeur Niang sera le premier à exposer. Et donc, comme on l'a convenu, vous avez 7-8 minutes. Et vous êtes donc appelé à vous présenter à la barre. Vous restez sur place. Sur place. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je me suis rapidement présenté. Juste renouveler encore mes remerciements au comité scientifique et à tous les organisateurs qui me donnent l'opportunité d'être là ce matin pour participer à cet événement international. Mais également rendre hommage au professeur Almami Anne, mon maître, qui a beaucoup contribué à faire de moi ce que je suis devenu en ce qui concerne la pneumologie. Également au nom maître, le professeur Ngoran et le professeur, son collègue de gauche. Je suis aussi très heureux et honoré d'être à côté de mes collègues, des frères africains, le professeur Pefoura, le professeur Yassine, le professeur Innocent et le professeur Gildas, avec qui je partage une longue amitié depuis sa formation à Dakar. Il me revient de commencer cette session consacrée aux maladies respiratoires chroniques. Les maladies respiratoires chroniques, comme vous le savez, avec la transition épidémiologique, sont en train de prendre le pas sur les maladies transmissibles qui, pendant longtemps, ont occupé le devant de la scène pour les pathologies respiratoires en Afrique. Et parmi ces maladies respiratoires chroniques, nous en avons une, le cancer bronchopulmonaire primitif, qui reste une préoccupation majeure et un défi pour les décideurs, pour les personnels de santé, mais également pour les populations qui sont les premières et les dernières victimes de cette affection. Les cancers bronchopulmonaires en Afrique, c'est un sujet récent, une actualité brûlante, parce que les premiers cancers bronchopulmonaires au Sénégal ont été rapportés vers les années 68 avec le professeur Kenem, et ensuite le professeur Sankale a rapporté d'autres séries. Mais depuis quelques années, quand même, tout praticien qui s'intéresse à la pathologie respiratoire constate que ces affections sont devenues une réalité préoccupante. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est essentiellement les facteurs de risque. Les cancers bronchopulmonaires sont essentiellement liés à des facteurs qui sont aujourd'hui bien étudiés, bien maîtrisés. Les facteurs de risque qui sont responsables de ces cancers, le plus étudié, le plus anciennement connu et le mieux maîtrisé, c'est le tabagisme. Ce tabagisme qui peut être actif ou passif, mais qui est connu aujourd'hui par rapport à son rôle dans la survenue des cancers du poumon. Donc, on ne peut pas prendre en charge les cancers du poumon sans parler du tabac. Ce tabac qui contient plusieurs substances cancérigènes qui peuvent concerner le fumeur lui-même, mais également l'entourage du fumeur. Aujourd'hui, toutes les mesures qui visent à parler du cancer s'intéressent également. Toutes les politiques qui s'intéressent au cancer bronchopulmonaire s'intéressent au tabac. Deuxième facteur, il y a d'autres facteurs, la pollution atmosphérique, la pollution extérieure, liée essentiellement au changement climatique, mais également aux modifications de nos modes de vie, avec la modification de notre habitat liée à l'urbanisation mal contrôlée, mais également l'augmentation de la population. Et tous ces facteurs contribuent à créer des actions anthropiques qui modifient carrément la pollution extérieure avec des particules organiques et inorganiques qui interviennent dans la survenue de ces cancers. La pollution intérieure, qui joue un rôle important, également la pollution domestique, avec ce qui est incriminé, notamment certains produits que nous utilisons, notamment l'exposition à la biomasse. Tous ceux qui s'intéressent
utilisent le bois de chauffe ou les constituants végétaux pour chauffer peuvent être exposés à des substances cancérigènes. L'encens est aujourd'hui incriminé, même si les études sont pour le moment limitées et contradictoires. Et à côté de ces facteurs liés à la pollution, nous avons aussi l'exposition professionnelle. Beaucoup de substances cancérigènes se retrouvent dans l'environnement de certains travailleurs, notamment dans les bâtiments, notamment dans l'industrie minière, mais également dans l'industrie mécanique et l'industrie navale. Et tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, les cancers bronchopulmonaires dans nos pays connaissent une augmentation réelle. Et selon toutes les prévisions, ces cancers vont continuer à augmenter les années à venir. Ces cancers vont venir déjà submerger ou encombrer le système de santé qui est déjà submergé par les pathologies actuelles. Et ça, un autre défi se pose à nous, c'est le défi déjà de les identifier avant de les traiter, de poser le diagnostic, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a le problème de l'accessibilité déjà aux structures de soins et l'accessibilité au personnel de santé. Donc, le défi diagnostique est lié d'abord par l'absence de structures disponibles géographiquement, mais même parfois quand ces structures sont géographiquement disponibles, elles sont sous-équipées, ce qui fait que les individus, même arrivés si les structures ne sont pas diagnostiquées à temps, parce qu'il y a des équipements minimums pour poser le diagnostic. Et deuxièmement, il y a le déficit aussi de personnel qualifié pour faire ces examens. Donc, le cancer, on ne peut pas le diagnostiquer sans une imagerie moderne, on ne peut pas le diagnostiquer effectivement sans des explorations anatomopathologiques faites par d'autres confrères. Et tout ça, c'est des défis majeurs. Et en plus, il y a les nouveaux outils diagnostiques qui sont extrêmement chers et qui ne sont même pas encore disponibles dans nos pays. Le deuxième défi également, c'est le défi de la prise en charge parce qu'il faut diagnostiquer. Mais le défi diagnostique fait que souvent nos patients arrivent à des stades tardifs. Ils arrivent à un stade tardif où, en général, le pronostic est mauvais. Ce qui fait qu'il faudra proposer des traitements. Les traitements aussi sont des traitements coûteux, financièrement parlant, et c'est des traitements qui parfois ne sont pas disponibles. Les molécules qui sont utilisées, qu'on appelle classiquement la chimiothérapie, coûtent excessivement cher. Les centres de radiothérapie et de chirurgie thoracique, qui sont les autres piliers du traitement, sont encore à leur début en Afrique et n'existent que dans certains pays. Au Sénégal, heureusement, nous avons depuis quelque temps la création de nouvelles unités de radiothérapie, même à l'intérieur du pays. Et le service de chirurgie thoracique aussi est en train de faire ses pas en avant. Mais en dehors de ces traitements classiques, il y a les nouveaux traitements qui aujourd'hui ont révolutionné le pronostic de ces maladies qui malheureusement coûtent excessivement cher et qui ne sont pas disponibles. Tout ce qui est thérapie ciblée, tout ce qui est immunothérapie qui fait vraiment aujourd'hui le traitement de pointe pour ces affections à côté de la chirurgie coûte cher et ne sont pas disponibles. D'où la nécessité de trouver des alternatives au système actuel parce que le système tel que conçu est très difficile pour la malade de faire le parcours de soins du début à la fin sans tomber sur des écueils majeurs. Et le premier défi pour ce système, c'est d'abord insister donc sur la prévention, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que le tabac est le facteur de risque majeur et le tabac est évitable. Comment? Le tabac au Sénégal, nous savons qu'à peu près 6% de la population adulte fume. Et ces 6%, il y a presque 11% d'hommes et 1,2% de femmes. Donc, il faudra mettre des mesures hardies de lutte anti-tabac par la législation, mais également par la sensibilisation. C'est cette lutte anti-tabac qui est majeure. Ensuite, le deuxième défi, c'est le défi essentiellement de maîtriser les autres facteurs de risque avec une législation plus contraignante pour la circulation, mais également l'utilisation de ces produits qui sont déclarés cancérigènes dans nos pays. Le troisième défi, c'est le défi des ressources humaines, former des personnels qualifiés, des personnels qui sont également bien formés et mettre à la disposition de ces
personnel, des outils qui permettent de poser le diagnostic, notamment avec les autorités politiques. Le défi qu'il faudra aussi relever, c'est le défi du bas niveau socio-économique, parce que la pauvreté et l'absence de moyens financiers est un handicap majeur dans cette démarche diagnostique, d'où aussi la nécessité de trouver des systèmes alternatifs de financement avec la mise en place de couverture sanitaire ou de systèmes d'assurance où la collectivité intervient dans la prise en charge de ces patients. Et également des défis qui peuvent essentiellement être des défis d'une meilleure connaissance de l'épidémiologie de ces pathologies avec des données, un recueil des données exhaustifs et des essais multicentriques pour mieux adapter les travaux retrouvés et les prises en charge de ces pathologies qui ont été évaluées ailleurs, l'évaluer chez nos patients africains. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin sur les cancers bronchopulmonaires en vous disant que nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle et que c'est juste une synthèse. Il y aura beaucoup de choses qui pourraient être dites. Je vous remercie, Monsieur le Président. OK, à la suite du professeur Khan, nous allons sans tarder passer la parole au professeur Innocent Kassongwe de la RDC. Merci. Merci, professeur Foué. Il nous a donc été demandé de traiter d'une autre maladie respiratoire non transmissible chronique qui porte un nom connu sous le nom de la BPCO. BPCO qui est juste un acronyme médical qui reprend un nom scientifique stipulant que c'est une bronchopneumopathie chronique obstructive, mais en simple, c'est une maladie respiratoire chronique qui est liée le plus souvent aussi à ce que nous respirons de toxiques pour le poumon, dont le tabac est le principal facteur, mais pas que. Mon prédécesseur a parlé de la pollution domestique, mais la pollution atmosphérique, avec comme conséquence donc une diminution de la capacité des voies respiratoires qui sont le plus touchées pour cette maladie à acheminer l'oxygène et à éliminer le CO2, donc à altérer la respiration. Quel est le fardeau de cette maladie? Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? C'est que, bien que plus souvent minée par les pathologies infectieuses chroniques, dont la tuberculose, ces maladies respiratoires non transmissibles ont été longtemps voilées parce que sous-diagnostiquées. Aujourd'hui, l'OMS estime donc qu'on a près de 480 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes par cette pathologie, et l'Afrique n'en est pas en reste. C'est la 3e cause de mortalité et ces chiffres sont sous-estimés, comme nous l'avons dit. Plusieurs facteurs, les problèmes urgents que représente l'infectiologie, la capacité de diagnostic parfois difficile à trouver dans nos contrées, ce qui fait que le plus souvent nous avons des études hospitalières. Et nous savons donc que cette charge, vu qu'aujourd'hui nous nous réveillons dans le dépistage et le diagnostic de cette maladie, nous savons qu'elle est sans cesse croissante, elle représente une charge économique et sociale non négligeable. Ces chiffres élevés nous montrent donc l'ampleur du défi et la nécessité de prendre des mesures urgentes d'action, tant sur la prévention pour les cas futurs à venir, mais également l'action pour ceux qui sont atteints actuellement par des réflexions sur l'accès au diagnostic et au traitement tel que connu aujourd'hui. Si, de par la littérature, les éléments du diagnostic sont codifiés et connus, mais pour la population générale, quand est-ce qu'on peut parler de cette maladie? C'est généralement des personnes qui ont une difficulté de respirer, mais qui vient de façon insidieuse et chronique, et donc ils n'y penseront pas souvent. Au niveau hospitalier, la plainte principale, c'est souvent cette difficulté de respirer depuis plusieurs années avec cette toux incessante, souvent soignée même comme la tuberculose dans la plupart de nos structures. L'examen clinique est souvent pauvre et donc, généralement, le prestataire de soins, le médecin, est obligé d'avoir des outils de diagnostic et essayer de les sérier. Quand on sait la difficulté d'accès au diagnostic, la pauvreté de nos patients, ça a donc un coût. Les outils dont on peut se servir pour s'orienter, ce sont des outils d'imagerie. Mais la radiographie du thorax, que le plus connu, est un outil peu spécifique, peu sensible, mais qui nécessite encore d'être disponible et avoir un personnel formé.
Tout comme dans le cancer, c'est vrai que l'idéal, c'est la tomodensitométrie, mais là encore, non disponible partout et le coût. Tout ça limite les accès au diagnostic. Quant à l'outil de confirmation tel que reconnu, c'est donc mesurer la fonction respiratoire. Il y a un examen qui s'appelle la spirométrie pour confirmer que l'appareil respiratoire est incapable d'assurer sa fonction avec moins de 70% de ce qu'il était censé faire. Mais même cet outil, encore faut-il avoir des services de pneumologie équipés ou de physiologie, avoir l'information pour les structures de soins pour orienter les patients vers là. Et dans la formation, les interprétations des cours nécessitent des discussions. Ça nécessite donc un système de soins qui s'axe sur l'amélioration du diagnostic avec ce qu'il a comme existant. Sans compter que vu que ce problème de respiration chronique vient avec le temps, les patients nous arrivent généralement à un stade tardif. Entre l'exposition au tabac et la survenue des symptômes et les diagnostics, il peut s'écouler entre 30 et 40 ans. Généralement, les patients nous viennent lorsqu'ils ont des complications qui touchent le système cardiovasculaire qui est un stade avancé. De toute cette évolution de la maladie, la BPCO a donc comme conséquence les conséquences physiologiques du manque progressif d'oxygène et les conséquences sur les différents organes, l'oxygène étant le nutriment essentiel des cellules. Le patient se retrouve donc généralement avec une chute et une dysfonction de la masse musculaire qui le pousse à une inactivité parce qu'il a peur de faire des mouvements, une perte de poids, il se sent inutile dans la communauté et parfois il sombre en dépression. Pourtant, le maître mot, le centre de tout cela est son problème respiratoire. Quels sont les défis donc, que nous devons relever? Les défis sont tant du point de vue diagnostique, d'information, mais également de prise en charge. Bien que codifier cette prise en charge, il faut que nous améliorions la connaissance de cette maladie déjà par les patients qui sont atteints, parce qu'il y a un gap d'information et d'acceptation d'avoir une maladie respiratoire sans cesse chronique et sans cesse responsable d'une incapacité physique. Il faudrait que nous relevions donc le défi de l'accès aussi aux différents moyens thérapeutiques. C'est coûteux d'avoir un traitement à vie respiratoire. Les dispositifs, les firmes pharmaceutiques nous en proposent que des modèles limités. Difficulté d'apprentissage d'utilisation de ces dispositions qui nécessitent des programmes d'éducation thérapeutique, souvent dans les milieux hospitaliers non disponibles. Il faudrait qu'on n'oublie pas que cette maladie, les patients viennent souvent au stade des complications. Ces traitements des complications, tant dépressifs ou psychiatriques, tant du point de vue infectieux, tant du point de vue cardiaque, nécessitent des réhospitalisations avec un coût non négligeable. Et comme nos patients nous arrivent à un stade tardif, ils ont souvent besoin de l'oxygène. Nous connaissons tous le coût que l'oxygène a représenté avec la dernière épidémie de COVID. Ce coût élevé est un défi important qui pourra peut-être être répondu par la couverture santé universelle, mais nous voyons que dans l'immédiat, il faut que nous infléchissons la courbe des patients atteints. Les facteurs de risque, tant le tabac, tant la pollution étant disponibles, nous devons jouer sur la prévention, en action, la sensibilisation sur la lutte contre les facteurs de risque, le tabagisme, la pollution domestique, intérieure, professionnelle, mais également réfléchir comment intégrer la communauté, les patients dans cette vulgarisation parce que le médical, le médecin est buté par sa formation à se retrouver en milieu hospitalier. Et comme on l'a dit depuis le début de ce congrès, nous devons être capables de réfléchir comment est-ce que le médecin peut sortir de l'hôpital et être disponible pour la population. Même si au départ, ce n'était pas sa tâche, mais nous devons y réfléchir. Tels sont les défis et perspectives que nous devons relever pour cette maladie chronique respiratoire. Je vous remercie. D'accord. OK, merci, professeur Kassongwe. À sa suite, nous allons donner la parole au professeur Pefora pour sa présentation sur l'asthme. Merci, professeur, de prendre la parole. Merci beaucoup. Je vais à nouveau remercier les organisateurs
les membres du comité scientifique pour leur invitation à discuter des maladies respiratoires chroniques non transmissibles aux côtés de nos maîtres et de mes très chers amis, collègues et frères. Et donc, pour ce panel, on m'a demandé de vous résumer en quelques lignes, en quelques mots, la problématique de l'asthme dans notre environnement et des défis et des perspectives que relève cette maladie. L'asthme, c'est quoi? L'asthme, c'est une inflammation chronique des voies aériennes, en particulier des tuyaux qu'on appelle des bronches qui conduisent de l'air de la périphérie vers les poumons. Alors, cette maladie entraîne donc une inflammation au niveau de cette tuyauterie respiratoire et c'est une inflammation qui est tout à fait particulière. Elle est tout à fait particulière parce qu'elle va entraîner des symptômes tout à fait aussi particuliers. Alors, ces symptômes, c'est habituellement l'essoufflement, c'est habituellement la toux, c'est des sifflements respiratoires. Et ces symptômes vont surtout réveiller le malade dans la nuit ou la deuxième partie ou très tôt le matin. Alors, c'est une inflammation pour laquelle on ne connaît pas exactement les causes, mais on connaît à peu près les facteurs qui favorisent le développement de cette maladie qu'on appelle la maladie asthmatique. Le premier facteur, il est génétique. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'accès à cette génétique-là pour pouvoir la modifier. Et quand on a donc une prédisposition génétique, il y a des facteurs environnementaux qui vont venir faire en sorte qu'on développe les crises d'asthme. Ces facteurs environnementaux, c'est quoi? On reprend encore ce qu'on a dit pour les maladies respiratoires chroniques non transmissibles. C'est la pollution atmosphérique, c'est le tabagisme, mais c'est également l'exposition aux combustibles solides que le professeur Abdourahmane a appelé la biomasse, c'est-à-dire le feu de bois, du charbon. Et en dehors de ces facteurs de risque qui sont des irritants non spécifiques pour l'asthme, il y a également des facteurs qui sont plus spécifiques qu'on va appeler dans le jargon médical les allergènes, c'est-à-dire des substances qui seront capables de provoquer des crises d'asthme chez quelqu'un qui est prédisposé. Alors, quelle est l'ampleur de cette maladie dans notre communauté? Alors, l'OMS estime qu'il y a entre 300 et 400 millions de personnes qui souffrent d'asthme dans le monde. Et en Afrique, dans nos différents pays, il y a plusieurs études qui ont été faites par nos maîtres, par nous-mêmes. Et la prévalence, c'est-à-dire la fréquence de cette maladie à chaque moment dans les pays africains varie de 3% chez les tout-petits, à 8% chez les adolescents et encore à 3% chez les adultes. Alors, quand on fait une moyenne arithmétique, c'est vraiment une approximation, on tombera à 5-6%. Et si on dit que la population africaine est d'environ 1,2 milliard, on se retrouve à avoir entre 60 et 74 millions d'asthmatiques en permanence en Afrique. Alors, le problème de l'asthme, c'est que c'est une maladie chronique, mais c'est une maladie chronique qui va évoluer par épisode. Donc, qui va faire des crises et qui va faire en sorte que, même si on ne meurt pas énormément de cette maladie-là, on va surtout être absent à son lieu de travail. Et l'absentéisme, vous savez, ça va diminuer énormément la puissance économique dans nos régions. Alors, pour faire le diagnostic de l'asthme, on utilise les symptômes que je vous ai cités là, que les malades peuvent reconnaître par eux-mêmes, parce qu'ils sont essoufflés, ils sifflent et ils toussent. Et nous leur conseillons de consulter rapidement un médecin qui va faire un examen tout à fait particulier qu'on appelle l'examen de souffle. C'est le même examen, la spirométrie qu'on fait dans la BPCO, qui permettra donc de démasquer cette maladie-là et de pouvoir prendre cette maladie en charge. En ce qui concerne donc la prise en charge, les médicaments sont disponibles, mais le problème, c'est l'accès à ces médicaments par nos populations qui ont un faible pouvoir économique, qui n'ont pas d'argent, et aussi de la responsabilité de nos gouvernants qui ne disponibilisent pas les médicaments, pourtant qui sont là et qui sont efficaces. Nous pensons qu'il faut aller plus loin en essayant donc de disponibiliser ces médicaments. Et surtout, il faut qu'on essaye de prévenir ce qu'on peut prévenir dans l'asthme. Ce qu'on peut prévenir dans l'asthme, c'est quoi? C'est d'éviter l'exposition aux allergènes, c'est-à-dire aux substances allergiques quand c'est possible. C'est d'éviter l'exposition à d'autres facteurs de risque de déclenchement des crises. Mais c'est surtout quoi? C'est surtout d'éduquer
ceux qui ont l'asthme en utilisant la communauté et en utilisant les réseaux sociaux maintenant pour y parvenir. Donc, je vous remercie. Alors, Aya, tu te prépares? Voilà. La prochaine panéliste sera le professeur Diakan, qui va nous parler d'une pathologie un peu particulière. C'est une pathologie respiratoire qui est liée au sommeil. Professeur Diakan, vous avez la parole. Merci, professeur. Ça semble marcher. Merci beaucoup, professeur. Nous allons essayer aussi, à l'instar de mes prédécesseurs, de résumer un tout petit peu une maladie qui est un peu moins connue. Et nous allons particulièrement parler du syndrome d'apnée obstructif au cours du sommeil, abrégé SAOS. Normalement, le sommeil a plusieurs fonctions. Et l'une des fonctions, c'est pendant le sommeil, on doit se reposer. On doit réparer l'organisme, entre guillemets. Il y a certaines substances qui sont essentielles pour la croissance de l'individu, mais également pour sa santé physique et mentale, qui sont sécrétées pendant la nuit. Donc, le sommeil est censé être bénéfique. Le sommeil est censé être réparateur et avoir une fonction de régénération pour l'organisme. Mais c'est un moment de vulnérabilité. Historiquement, c'est vrai que pour nos ancêtres, c'est un moment de vulnérabilité parce que c'est pendant ces moments-là que nos ancêtres, quand je prends par exemple de l'Homo sapiens ou des Australopithèques, qui reçoivent des attaques extérieures qui peuvent être mortelles. Et dans le cadre spécifique de l'apnée du sommeil, pendant le sommeil, on a une perte certes de la vie de relation, mais le système végétatif, dont la respiration continue à fonctionner normalement et de manière inconsciente. Pour cette maladie-là, l'individu tout d'un coup s'arrête de respirer pendant quelques secondes. Donc, vous convenez avec moi qu'il s'agit d'une maladie primitivement respiratoire. Et cet arrêt respiratoire survient surtout au niveau des voies aériennes supérieures. Au niveau de ces voies aériennes supérieures, notamment au niveau de la gorge, le flux de l'air ne passe pas. L'oxygène ne passe pas pendant la respiration. Et de manière réflexe, l'individu va avoir tendance à se lever par réflexe pour continuer à respirer. Et cela peut perturber le sommeil. Donc, toute perturbation du sommeil aura une conséquence sur les autres fonctions vitales. Sur le plan épidémiologique, en Afrique, c'est une affection qui est très peu connue, mais il faudrait savoir que dans le cadre général, cela atteint d'abord les hommes en grand nombre, ensuite les femmes. On verra tout à l'heure pourquoi. C'est certainement lié aux facteurs de risque. Les femmes, surtout vers la cinquantaine. Les facteurs de risque sont des facteurs de risque qui sont surtout liés à la morphologie de la personne. Il s'agit de personnes obèses et quand on parle d'obésité, la distribution de la graisse se faisant surtout au niveau de l'abdomen, c'est pourquoi cela atteint plus les hommes, et également au niveau de la gorge ou au niveau du cou. Et c'est quand le périmètre du cou est assez large et assez étroit, plutôt, pendant le sommeil, on sait qu'il y a un relâchement musculaire qui se fait au niveau du cou. Mais si en plus on a la présence de cette graisse au niveau du cou, vous convenez avec moi que le flux aérien est réduit pendant le sommeil, ce qui entraîne les arrêts respiratoires au cours du sommeil. Chez la femme, pendant la ménopause, on a une redistribution de la graisse qui devient abdominale et qui s'installe également au niveau du cou. C'est pour cela que vers la cinquantaine, cette maladie-là s'installe chez les femmes après la cinquantaine. Mais il y a également d'autres facteurs de risque qui sont liés à la morphologie de l'individu lui-même, à savoir ceux qui ont un petit mâchoire, ou un mâchoire qui s'est projeté en arrière, qu'on appelle communément rétrognathie,
ou bien les personnes qui ont de grosses amygdales, pour ne citer que ces facteurs de risque-là. Il y a d'autres facteurs de risque surajoutés, tels que la consommation de l'alcool, la consommation de certains médicaments qui entraînent une relaxation musculaire additionnelle au cours du sommeil. Alors, puisque c'est l'arrivée d'oxygène au niveau des organes qui va permettre aux organes de fonctionner, hein, on a besoin d'oxygène pour tous les organes, pour tous les cycles pour le cycle respiratoire et pour toutes les synthèses qui se font au niveau de l'organisme, on va avoir des perturbations. D'abord, l'une des perturbations, ce sera un sommeil de mauvaise qualité. Ce sont des patients qui vont se réveiller avec un mal de tête fréquent et qui vont avoir tendance à dormir la journée et surtout pendant des moments et des lieux inappropriés, tels que l'arrêt à des feux rouges. C'est pour cela que le syndrome d'apnée obstructif du sommeil plutôt est très pourvoyeur d'accidents de la voie de la circulation. Imaginez le travailleur tenant une scie va se mettre en danger dans son industrie et on aura des accidents de travail, par exemple. Et plusieurs conséquences également, notamment des conséquences au niveau du cœur. Ces organes nobles n'étant pas oxygénés de manière adéquate, on aura des attaques au niveau cardiaque, des crises cardiaques, ou alors on aura également des atteintes neurologiques, que ce sont des personnes qui peuvent faire des AVC, donc accidents vasculaires cérébraux, et plusieurs conséquences telles que la dépression. Ce sont des individus qui ne vont pas dormir la nuit et qui vont se réveiller déprimés. Et quand la dépression s'installe, cela peut aller très loin jusqu'au suicide ou alors une perte des performances sur le plan social, mais également sur le plan professionnel. Donc, c'est une maladie dont le diagnostic n'est pas aisé, puisqu'il faut utiliser, outre la clinique, un appareillage particulier, et même avant la clinique, l'interrogatoire va aussi rechercher certaines notions, une notion importante. On a un rétrécissement des organes du cou. Ce sont des individus qui vont ronfler. Donc, le ronflement qui peut être considéré comme un élément banal, des individus peuvent ronfler pendant plusieurs années et le considérer comme un signe habituel, mais quand ce ronflement est habituel et sonore, cela accompagne constamment cette maladie appelée syndrome d'apnée obstructif du sommeil. Et le diagnostic, outre cet interrogatoire-là, parfois ce sont les conjoints ou la conjointe qui amènent le patient à consulter, constatant ce ronflement sonore habituel et surtout, le plus angoissant, ce sont les pauses respiratoires au cours du sommeil. Cela nécessite un appareillage particulier, notamment la polygraphie, un appareil de la polygraphie ventilatoire. On va enregistrer les mouvements respiratoires au cours du sommeil. On va enregistrer également la perte d'oxygène au cours du sommeil. On peut avoir la polygraphie ventilatoire, au mieux la polysomnographie ventilatoire, qui va enregistrer également tous les événements qui surviennent pendant le sommeil. Malheureusement, c'est une maladie qui n'est pas très connue. Les signes décrits ne constituent pas souvent des motifs de consultation. Donc, le défi, c'est de sensibiliser nos populations par rapport à cette maladie-là, car pouvant avoir des conséquences délétères. On a parlé des conséquences cardiovasculaires, mais cela peut avoir également des conséquences sur le plan métabolique. C'est des personnes qui peuvent développer un diabète. La morphologie, c'est l'obésité, en l'occurrence des patients qui sont en général obèses, des patients qui développent un diabète et des patients qui ont, par exemple, une hypertension artérielle qui est très difficile à traiter ou alors faire, on l'a dit tout à l'heure, des attaques sur le plan cardiaque. Donc, le défi, c'est de sensibiliser par rapport à tous ces signes, mais c'est également l'accessibilité de nos populations aux outils d'enregistrement de ces apnées au cours du sommeil. Ce n'est pas chose aisée. Peu de centres en disposent. En tous les cas, quand on prend l'exemple du Sénégal, il n'y a que 2 ou 3 hôpitaux qui le font dans le public et la plupart du temps, l'enregistrement se fait dans le privé
et ce n'est pas à la portée de nos populations. Donc, il faut que nous en prenions compte, que nos décideurs mettent en œuvre toutes les politiques qui permettent l'accessibilité de nos populations à ces techniques d'enregistrement, mais également que la communauté s'accapare des différents signes annonciateurs pour que cela ne puisse pas devenir un handicap pour les personnes atteintes. Ce sont ces quelques mots-là que j'avais à dire à propos du SAOS. Merci, cher maître, de me donner la parole. Je voudrais avant tout également remercier les promoteurs de ce forum et remercier également mes maîtres et mes collègues ici présents. Alors, la question qui m'est adressée, c'est celle concernant les maladies respiratoires professionnelles. Et donc, je vais surfer sur ce qu'a déjà dit mes collègues tout à l'heure pour dire que ce soit l'asthme, que ce soit la BPCO, toutes ces maladies-là peuvent être effectivement entraînées par des facteurs de risque présents en milieu professionnel. Et donc, c'est la survenue de ces maladies respiratoires-là lorsqu'on est en situation de travail et que l'individu se retrouve dans un milieu où il a ces facteurs de risque qui vont donc se multiplier, persister dans le temps et entraîner donc la survenue de ces maladies-là. Les maladies respiratoires sont particulièrement fréquentes parce que, comme vous le savez, le poumon représente un viscère, mais c'est le viscère qui est le plus exposé à l'environnement extérieur. On estime le poumon profond à une superficie de 70 mètres carrés, en opposition à la surface corporelle, à la surface cutanée qui fait au maximum 2 mètres carrés. Donc, vous voyez, le poumon représente un viscère, mais qui est très exposé à tout ce qui se passe. Et donc, quand il y a de la pollution, quand il y a de la souillure, très rapidement, ça pénètre. Et lorsque cette exposition-là est continue, ça va donc générer des maladies. Alors, les maladies professionnelles sont des maladies prédéfinies qui existent donc dans des tableaux, qui sont des tableaux, là également, mis à jour régulièrement, que ce soit au niveau de l'Organisation internationale du travail, que ce soit également au niveau régional. Et pour ce qui nous concerne, c'est la conférence interafricaine de prévoyance sociale qui prend en compte, pour ce qui concerne l'ensemble des pays ici représentés dans la sous-région africaine. Et donc, après ces tableaux, chaque pays également se l'approprie. Et c'est comme ça donc que nous avons des tableaux de maladies respiratoires professionnelles. Ces tableaux sont nombreux. Je ne vais pas décliner ici la liste. Et donc, ces maladies sont classées en fonction de l'agent causal ou bien parfois même en fonction par entité nosologique médicale. Et donc, le constat dans nos pays, c'est que ces maladies ne sont pas déclarées. Et ça, c'est de façon globale. J'ai regardé dans les archives de la CIPRES également, on note que ces maladies sont sous-diagnostiquées. Pour ce qui concerne spécifiquement mon pays, le Bénin, depuis ces 3 dernières années, c'est vrai, le Bénin, ce n'est pas un grand pays, c'est 12 millions d'habitants, mais on a à peine 20 maladies professionnelles déclarées. Et parmi ces 20 maladies, vous avez difficilement 1 ou 2 cas de maladies professionnelles respiratoires. Or, comme je vous le disais tantôt, les maladies respiratoires prennent normalement, quand on voit les mécanismes physiopathologiques en cours, prennent la part importante. Et donc, il y a une sous-notification des cas. Et cette sous-notification partagée trouve ses raisons essentiellement dans je dirais, dans le manque de spécialistes adaptés. Dans les unités de production, généralement, le médecin du travail, c'est celui qui vient après lorsqu'on a tout mis en place. Et généralement, le médecin du travail, c'est lui, il vient régler beaucoup plus les problèmes de santé de base des agents. Il n'est pas forcément orienté dans la prévention des risques professionnels qui, normalement, au regard de la loi, devait occuper même le tiers de son temps au sein. Donc, il est là à régler les problèmes élémentaires. Et donc, du coup, la prévention des risques ne se fait pas. Et également, il faut dire que dans nos pays, nous avons la prééminence du secteur informel, où ce n'est pas organisé. Et puis, les gens travaillent et rien n'est pratiquement suivi. C'est peut-être un peu excessif de le dire. En termes de perspective,
oui, tout le monde reconnaît ici, nous sommes tous d'accord, nous sommes en phase pour dire que le potentiel industriel, c'est ici en Afrique. Et donc, les années à venir, nous allons avoir de l'industrie. Je crois que le professeur Almami tout à l'heure soulignait ça. Et qui dit industrie dit pollution. Nous sommes également d'accord qu'il y a une volonté politique manifeste de transformation, d'industrialisation pour aller vers le développement. Et donc, toutes ces conditions réunies font que dans les années à venir, si rien n'est fait, nous allons assister à des épidémies de maladies respiratoires professionnelles. Et donc, pour ça, la prévention reste le maître mot, comme on l'a dit et comme on le disait depuis le début de ce forum. Cette prévention, pour moi, doit viser un certain nombre de sous-aspects. La prévention d'abord légale, au plan de la loi. Cette prévention, même dans les politiques, déjà à la conception, quand on parle de transformation de ressources minières locales, déjà dans la conception, on doit prévoir l'impact aussi bien environnemental que sanitaire et prévoir également les moyens de mise en œuvre pour que, comme je le disais tout à l'heure, la santé et la sécurité au travail ne soient pas le dernier aspect lorsqu'on a tout mis en œuvre. Non, ça doit faire partie. Cette prévention également passe par le médical, notamment la recherche, parce que, bon, je disais tout à l'heure que dans mon pays, par exemple, on a diagnostiqué moins d'un cas de maladie professionnelle respiratoire, alors que moi, à l'hôpital, nous en voyons. Donc, c'est dit qu'il y a également un problème de gestion de données à ce niveau-là. Et il faut également que la recherche s'intéresse particulièrement à ces aspects pour que nous puissions rendre compte du phénomène, parce qu'on aborde mieux que ce que l'on connaît. Ensuite, le défi également de la formation des ressources humaines qualifiées. Et puis, pour finir, la communauté. La communauté a un rôle très important. La plupart des gens ne savent pas, surtout les travailleurs. Donc, il faut davantage sensibiliser pour que ces travailleurs s'impliquent et connaissent davantage des mesures de santé et de sécurité au travail pour que cela puisse être au fronton de leurs préoccupations syndicales, que ça ne soit pas seulement pour réclamer des augmentations de salaire ou d'émoluments, mais beaucoup plus leur santé, parce que la santé est notre capital le plus précieux. Et également, pour les employeurs, il faut également travailler pour leur faire comprendre que un travailleur qui est en bonne santé a forcément un rendement qui est meilleur. Et donc, qui dit rendement meilleur du travailleur, dit également augmentation de la productivité et rendement au plan économique également pour l'entreprise. Donc, ce sont là quelques axes que je soulève ici très rapidement, sur lesquels nous pouvons revenir ou sur la problématique particulièrement des maladies respiratoires professionnelles dans nos pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les panélistes. Je crois que on a atteint nos cibles, les 5 maladies que nous avons ciblées et dont on devait parler ce matin. On en a bien parlé et très bien. Et ce qui me réconforte surtout, c'est que tous les panélistes ont respecté le temps, pratiquement à 1 minute près. Nous terminons à les 10 minutes que nous avons perdues au départ, nous les avons récupérées. Nous allons maintenant ouvrir la séance de discussion. Nous sommes là, pour ce parterre-là, à votre disposition pour répondre à vos préoccupations. D'accord, on va prendre... OK. D'accord. On donne d'abord la parole au professeur Sek pour sa question. Donc, à la suite donc de la question, celui qui est interpellé donnera donc la réponse. Merci de la parole. Merci beaucoup, cher maître et chers panélistes. Vous avez gratifié d'un panel très riche.
Ce panel a contribué à éveiller notre connaissance sur les 5 affections que vous venez de nous présenter. J'avais trois petites questions. La première, c'est adressée particulièrement pour ceux qui ont parlé du cancer et de la BPCO. Est-ce que sur le plan épidémiologique, puisque on a tendance à toujours croire que certaines affections ne surviennent que chez les sujets âgés, avez-vous rencontré, bien, de manière générale, est-ce qu'il y a un recul, est-ce qu'il y a des sujets jeunes qui font de plus en plus de cancer ou de BPCO que nous retrouvons, n'est-ce pas, au niveau donc, de la vie courante? C'est extrêmement important. Puisque si je prends une autre affection qui n'est pas celle qui est à l'ordre du jour ici, le diabète, hein, donc de type 2, alors dans la description habituelle, on pensait toujours que c'était une affection du sujet âgé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, est-ce que dans votre pratique quotidienne, vous rencontrez de plus en plus de sujets jeunes qui font ces affections? Deuxièmement, c'est en tant que santé publique, spécialiste en santé publique, c'est vrai que toutes ces questions ont été abordées par les hospitaliers, mais je pense que aussi le système de santé ne se résume pas seulement à l'hôpital. Quels sont les dispositifs ou bien qu'est-ce qu'on peut faire au niveau périphérique? Puisque dans le système de santé périphérique, alors on rencontre certainement ces cas. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour renforcer la prise en charge qui est déjà très coûteuse, n'est-ce pas, et peut-être très difficile, qui demande des moyens, mais peut-être que dans le cadre de la prévention, il y a une prise en charge qu'on peut faire déjà en amont au niveau de ces structures périphériques. Et nous savons que le système de santé, de manière générale, n'est-ce pas, ne prend pas en compte suffisamment ces affections non transmissibles au niveau périphérique. Alors, pour terminer, c'est que ce soit le cancer, l'asthme, la BPCO, les maladies professionnelles. Alors, les facteurs environnementaux sont vraiment communs à toutes ces pathologies. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la politique, j'allais dire, de prévention pour adresser ces questions environnementales, puisqu'en réalité, les déterminants qui concourent à l'apparition de cela n'appartiennent pas au système de santé. Si on veut lutter contre ces affections, je pense qu'il y a lieu d'impliquer les autres secteurs. En tant que spécialiste, qu'est-ce que vous recommanderez pour pouvoir améliorer la prise en charge et la lutte contre ces affections? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer rapidement de répondre au professeur Seck pour ces 3 interpellations. Effectivement, du point de vue épidémiologique, malgré l'absence d'enquête à grande échelle, ce que nous constatons que le cancer du poumon en Afrique est effectivement une affection du sujet relativement plus jeune que ce qui est rapporté en Occident. Ça, c'est déjà, même les petits travaux scientifiques au niveau australien montrent des moyennes d'âge qui tournent autour de la 50aine, alors qu'en Europe, c'est 100 ans et plus. Donc, c'est peut-être, il y a un biais démographique parce que notre population est relativement plus jeune que la population européenne. Mais ce qui est constaté de façon un peu pratique, c'est que nous voyons souvent des sujets très jeunes chez qui même nous refusons de croire au diagnostic de cancer, 36 ans, sans facteur de risque, en activité professionnelle, pas démunis, et qui viennent avec une convulsion qui révèle une lésion cérébrale secondaire. Donc, effectivement, pour nous, on est convaincus qu'il y a des facteurs de risque non identifiés ou non maîtrisés qui interviennent, en plus effectivement du terrain génétique et des facteurs classiques rapportés comme le tabac et la pollution. Là, je pense que c'est un axe de recherche majeur pour l'Afrique, d'où la nécessité, comme je l'ai dit, de mener des travaux au niveau subsaharien pour au moins voir les particularités de nos cancers. Pour le système de santé au niveau périphérique, pour moi, les médecins ou l'acteur de santé au niveau périphérique peut intervenir à 2 niveaux. Un, au niveau de la prévention, en aidant parce que c'est un cancer qui peut, les facteurs de risque certains peuvent être évités.
Et tout acteur de santé doit pouvoir contribuer à la lutte anti-tabac en aidant les patients, ceux qui n'ont pas commencé à les conscience les méfaits du tabac, mais ceux qui fument, à les aider aussi à faire le sevrage tabagique, donc en donnant les conseils minimaux et s'il le faut la référence. Donc, ils ont un rôle dans la prévention, c'est important, aussi bien pour le cancer que sur la modification du mode de vie. Et le deuxième rôle, c'est la référence précoce, parce que dans tous les cas, le cancer est hospitalier dans un premier temps. Ce que j'ai dit, ce que nous avons vécu il y a quelques années, on le voit moins bien, des gens qui ont fini un traitement antituberculeux avant de venir à l'hôpital, sur la seule base d'une radiographie du thorax anormale, où le radiologue avait évoqué une tuberculose. Et ça aussi, c'était des retards diagnostiques avérés qui se voyaient beaucoup à plusieurs reprises, mais que nous n'avons plus maintenant. Et donc, continuer à le dire que le cancer du poumon est une réalité, et devant toute anomalie radiologique qui ne fait pas la preuve de son étiologie, il faut orienter vers l'hôpital pour une documentation histologique. Et le dernier mot par rapport au déterminant, le rôle du législateur ou des autorités par rapport aux déterminants environnementaux, pour moi, c'est de légiférer, de contraindre les gens à une réglementation de tout ce qui est facteurs identifiés, que ce soit facteurs environnementaux ou même produits utilisés dans les entreprises, parce que les facteurs de risque professionnels aussi interviennent beaucoup. Et ensuite, mettre à la place des produits d'aide au sevrage tabagique. Si je vous dis que ce qui est utilisé comme substitut nicotinique n'est même pas commercialisé au Sénégal, les pharmaciens l'amènent de façon personnelle et ça coûte excessivement cher. Ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la prévention. Merci, professeur. Merci. Pour la deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a des BPCO jeunes? C'est une belle énigme. Mais que ce soit pour le cancer ou pour la BPCO, comme on l'a dit, entre le fait de fumer et le fait de développer la maladie, il y a une sorte d'histoire naturelle de la maladie qui s'inscrit dans le temps. Et donc, souvent, les patients sont très contents, ceux qui sont fumeurs, de venir et de faire un examen. On dit c'est normal, il dit je n'ai pas la maladie. Ce n'est pas suffisant. C'est ce suivi dans le temps qui peut déterminer s'il le fera ou pas. Mais d'une manière générale, pour la BPCO, vu ce temps d'exposition, de modifications structurelles liées à ce qu'on a fumé jusqu'à la survenue de la maladie, généralement, les personnes sont âgées. Mais il y a une notion nouvelle actuellement, c'est la BPCO post-tuberculeuse. Quand l'on sait l'épidémie et l'ampleur de la tuberculose en Afrique, probablement que c'est une question qu'on pourrait explorer. Quant à la piste de solution, vu que nous avions dit l'infectiologie occupe une place de choix ou occuper une place de choix et que maintenant nous parlons des maladies non transmissibles, comment faire pour que le secteur primaire s'intègre dans cette prise en charge? C'est vrai, les expériences sont variables d'un pays à un autre, mais généralement, les ministères de la Santé de chaque pays disposent des organes techniques sous forme de programmes. Et donc, c'est au niveau de ces programmes que seront ou doivent être élaborés des sortes d'algorithmes pratiques adaptés pour le niveau primaire en tant que dépistage et référence pour répondre à la préoccupation du prof Abdourahmanian sur une référence précoce. C'est un travail à faire. Et enfin, pour que les décideurs aient les arguments d'y mettre les moyens, en tant que société savante scientifique, la Société africaine de pneumologie de langue française a mis en place des groupes techniques au lieu d'avoir des études uniquement hospitalières, de faire des enquêtes de prévalence qui peuvent concerner toute l'Afrique. Là, nous aurons un poids réel et une voix à porter sur base de cela. Je vous remercie. Je voudrais juste ajouter un tout dernier point sur la problématique de la pollution environnementale. C'est vrai, nous n'allons pas réinventer la roue en attendant de disposer des données, mais c'est connu. On sait aujourd'hui que la pollution de l'air est un tueur silencieux. Et donc, il faut dans nos pays que nous élaborions des politiques dans ce sens-là et que la santé ne soit pas vue, comme l'ont dit déjà les précédents orateurs, comme seulement du médical, mais qu'on aille plus loin. Et là, ça doit reposer sur deux piliers. La surveillance sentinelle de la pollution. On sait qu'est-ce qui produit la pollution, on sait les facteurs de risque que nous avons, il faut les surveiller. Et puis, j'insiste là-dessus, il faut une législation contraignante. La loi du payeur-pollueur qui existe dans d'autres pays, nous n'allons pas réinventer la roue. Ce sont autant de choses sur lesquelles il faut que nous ayons une vue beaucoup plus globale, sinon nous serons là tout le temps à traiter la maladie, alors que tout le temps,
maladie va nous venir à l'hôpital, nous serons débordés en tant qu'hospitaliers et les populations que nous servons ne seront pas satisfaits et ce sera l'éternel recommencement. Je vous remercie. En fait, tout a été dit, dans les réponses qui sont très claires, hein. Moi, je voudrais juste peut-être un peu pour résumer, notre confrère de santé publique a posé la question un peu. Voilà. Vous avez vu que le cancer, la BPCO, même l'asthme et même les maladies professionnelles, tous dit, bien montré, c'est la pollution, dans laquelle j'inclus le tabac. Le tabac et la pollution de tout genre, domestique, professionnel, ainsi de suite. Alors, et là, lorsque vous prenez le tabac, c'est un problème comportemental. Et donc, en périphérie, la première chose qu'on préconise, il faut que la recherche du tabagisme fasse partie de la consultation, à l'interrogatoire. Qu'on soit pneumologue, cardiologue, infectiologue, santé publique, première chose, est-ce que vous fumez? Même si ça n'a pas de lien, parce que les décisions qui concernent la prévention du tabac, c'est vrai, il y a les soignants, mais il y a les décideurs et surtout la communauté. Malheureusement, le tabac, ce n'est pas comme l'alcool. Vous dépassez la dose, vous tombez sur le champ, on vous voit. Et comme il a dit Kasongo, c'est-à-dire c'est la pathologie apparaît, il y a le génie évolutif et avec le temps. Et donc, je pense que nous tous, à quel niveau qu'on soit soignant de la communauté, première chose, c'est, et en Afrique, on a un élément important, je pense, les mœurs à l'époque, qui faisait que le tabagisme était très mal vu, mais malheureusement, ça devient un mode d'émancipation, de vie, de mode de vie, et où voilà. Donc, il nous revient à tous d'œuvrer pour qu'on puisse faire baisser. Alors, la question à laquelle le professeur Kasongo a bien brillamment répondu, c'est que, comme il a dit, il y a le facteur évolutif. Le tabagisme apparaît de plus en plus précocement chez nos enfants. À Abidjan, la première étude, dans les années 70, avait montré que le tabagisme commençait à 12-13 ans. Malheureusement, actuellement, on commence plus tôt, à l'école primaire, parfois à 8 ans, à 9 ans. Nos enfants fument ou nos petits-enfants fument à notre insu. Ils s'initient au tabac et à d'autres drogues. Ce qui fait qu'au bout de 20 ans, à la quarantaine, certaines pathologies commencent à apparaître. Donc voilà un peu. Donc soyons tous vigilants, qu'on soit soignant ou non. Donc, c'est pour interpeller chacun de nous à la lutte contre ces fléaux. Et puis on oublie un élément qui est de plus en plus grandissant dans la prévention des maladies professionnelles et même la survenue d'autres pathologies telles que le BPCO, c'est l'usage abusif des herbicides. Je ne sais pas quel est le cas du Sénégal, mais dans nos contrées, dans les zones rurales, on utilise les herbicides à tout bout de champ. On ne laboure plus, on n'a pas les charrues, on n'a pas les machines agricoles, et ce sont les herbicides qui sont devenus nos désherbants, je dirais. Or, il n'y a pas de cadre légal, il n'y a pas de surveillance pour nos agriculteurs. Voilà un facteur essentiel qu'il faut tenir compte pour les années à venir dans la survenue des maladies professionnelles et même les BPCO, et pourquoi pas les cancers. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas beaucoup de questions, mais j'ai plutôt des contributions. Nous devons dire qu'en fait, les symptômes respiratoires, d'une façon générale, sont négligés, sous-estimés. C'est pourquoi il y a un retard au diagnostic. Mais j'interviens en tant que président de la CEPORCAL également. Je dois regretter qu'il y a 3 allergologues. Dans le panel, on ne parle pas d'allergie. Ou si peu. Ou si peu. Concernant les symptômes respiratoires qui sont négligés, surtout dans la pathologie bronchique, leur point commun, c'est d'être fait, leur point commun diagnostic, c'est la spirométrie. Or, c'est un examen qui est sous-utilisé, au point que l'OMS a jugé nécessaire de faire une journée mondiale de la spirométrie en octobre. Malheureusement, en octobre, on est plus préoccupé par le cancer.
Et en réalité, plus on fait la spirométrie tôt, plus on dépiste les patients tôt, en particulier la BPCO. Cela dit, quand on regarde aujourd'hui les données, quand on ouvre un journal, on voit que sur une seule page, il y a 1 tonne de saisie de cannabis. Je crois que la pathologie bronchique a un bel avenir devant elle. À côté, il y a la mode du chicha dont on ne parle pas, qui s'étend de plus en plus. Les jeunes fument, dit-on, mais on ne voit pas les fumeurs de cannabis. Le tabagisme dans la rue est devenu extrêmement rare. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Oui, oui. Je crois qu'on devrait la rendre obligatoire en milieu de travail. Chaque année, il faut une radiographie du thorax qui est d'une façon générale normale, mais qui ne nous apporte rien. Et quand ils arrivent à la retraite, c'est en ce moment-là qu'on les voit avec des BPC. Je vous remercie. Ça, c'est une mesure très pratique, mais il faudrait d'abord que les services de médecine du travail soient d'abord structurés et que ça fonctionne très bien. C'est ce qui se passe. Il y a des services de médecine du travail, mais c'est juste pour faire des injections, faire des pansements ou bien soigner des plaies. On ne fait pas de prévention. Alors, tant qu'on fait ça, je crois qu'on n'avancera pas beaucoup sur le rendre obligatoire la spirométrie, parce que ça a quand même un coût. Quand même un coût, c'est beaucoup plus cher que la radiologie. Je ne sais pas comment on le fait dans le privé, à combien on fait dans le privé, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'hôpital, je ne sais pas non plus. C'est combien à l'hôpital? La spirométrie. 20 000 francs. La spirométrie à l'hôpital, c'est 20 000 francs. Monsieur le professeur Sec, santé publique, vous avez là un sujet de recherche. Voilà. Okay. Allez-y, madame. All right. Thank you very much. It was nice listening to all the presenters. I can only speak English. I can't speak French, but I guess you will follow. My question is, this is a chronic disease. Most of these respiratory diseases you've mentioned are decent. Most of either the cancer or the asthma or the Please, phone, microphone. Okay. So I repeat again. So I said it was interesting listening to all the speakers. My question is that generally these diseases are chronic. I'm from Nigeria, a public health physician. That generally these diseases are chronic in nature, whether it's the cancer or the asthma or the occupational diseases. And therefore, and most of the panelists are actually based in the hospital, even though we are community physicians and we are advocating moving into the community. But now in the hospital, when we wanted to conduct a research on some of the NCDs, the funders insisted that they wanted us to work with support groups, particularly like tobacco, where the people who are trying to stop and are forming support groups. And there was none. There were no support groups. There were no community groups on working on this or working, trying to stop these diseases. So I'm wondering what is the role of this in Africa? So that's my first question. Then the second question is to the occupational physician, the last speaker. And you mentioned about trying to control pollutants in the workplace. And the mines you also mentioned. So what came to my mind, I don't know if it's the same in your country, but in my country, there's a lot of illegal mines. The people are poor, so, and of course the government who cannot afford to establish the proper mines. So the illegal mining is so prominent because if you pick or you mine a stone and you sell it, there are expatriates, majorly Chinese, ready to buy those stones. They make a lot of money if you can get just one good find of a big stone. So illegal mining is such a popular enterprise. And in that sector, there's no, or what are we doing to ensure that we protect the workers, the miners there? And there are so many such mines, whether it is gold or it is uranium or it's lead, there are just so many mines all over the place with mining going on. Thank you.
Qui peut répondre, Pefura? I will just try to translate your questions to the panelists. Donc, la première question, c'est sur le tabac et les groupes de soutien dans la communauté. Et puis, la deuxième question, c'est adressée spécialement au professeur Gidas sur l'illégalité dans les mines, les travailleurs illégaux des mines qui sont exposés énormément et qui ne sont pas du tout suivis par l'État. Concerning the first question about the support groups in the community, it is really but in some hospital there are too many groups of support, and we just need to copy what we are doing with the HIV. It will be okay with tobacco and related diseases, I think. But in the community, it's more difficult. It's more difficult to do that because our non-governmental organizations are too poor. And then we need to do that. We need to organize our community to have a small support group for tobacco and chronic diseases. And then I will give the floor to Gidas to answer the question. You can answer in French. Ah, il y a une traduction simultanée. Ah, d'accord. OK, donc il faut parler en français. OK, très bien. Oui, merci pour la question. En fait, oui, j'en ai parlé un peu dans mon... C'est le rôle de la prévention légale. Hein. Oui, la plupart dans nos pays, le secteur informel domine. J'en ai parlé. Et il est important que le pouvoir public légifère dans ce domaine-là. C'est vrai, ils ont des réalités qui ne sont pas les réalités du secteur formel, mais il est important pour l'État de mettre les dispositions qu'il faut pour les encadrer, pour que, à l'occasion de ce travail-là, qu'ils ne contractent pas des maladies. Donc, ça relève du domaine de la loi. Également, les communautés ont un rôle à jouer, les associations. Si ces gens-là, même en étant dans une situation illégale, comprennent que c'est de leur santé qu'il s'agit et que les employeurs également qui les utilisent savent qu'ils ont besoin d'être en bonne santé pour pouvoir continuer à entretenir le business, tout ce sera gagnant-gagnant. Et donc, forcément, l'État n'aura qu'à prendre des dispositions pour encadrer cela, pour que ça puisse. Mais je sais que c'est un gros challenge et à force d'y penser, chacun en fonction de son milieu, de ses spécificités, en tenant compte également de nos réalités socio-anthropologiques, nous allons y arriver. Mais je ne pourrais pas vous donner des décisions ici qui s'appliquent. Certainement, ce qui s'applique au Nigeria n'est pas valable au Bénin, ni moins au Sénégal et encore moins au Congo. Et donc, il faut mettre en place des groupes de réflexion, réfléchir à la chose en sachant que c'est l'homme. Il n'y a pas de développement sans l'homme. Je vous remercie. Question ou bien parce que là, on arrive à la fin de la session. Nous avons encore 10 minutes. Alors, on a 10 minutes, je vais faire un très pratique. Question courte, réponse courte. Voilà. Alors, posez vos questions de façon très succincte pour avoir une réponse également de la même qualité. Le professeur Goran vient de parler du tabagisme précoce. Je suis guinéenne, je suis née à Conakry, j'ai grandi à Conakry. Je suis dans un quartier où on fume. Tout le temps, derrière ma cour, je suis exposée à ça tous les jours. J'aimerais savoir à quoi m'attendre parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'exposition à la manifestation de la maladie. On a parlé de 30 à 40 ans. On est né là, on a grandi là et on fume tous les jours.
Je passe sur la chicha qui est autorisée maintenant et tout. J'en passe. Il y a une nouvelle chose qu'on fume qu'on appelle la couche. J'aimerais avoir plus d'informations sur ça. La bouche. La couche, oui. Et c'est beaucoup chez moi actuellement. C'est quoi ça? Bon, je ne sais pas, mais c'est comme ça on l'appelle là-bas, mais je ne connais pas le nom. On l'appelle la couche. C'est ce qui est d'actualité. Et j'aimerais aussi qu'on me parle un peu des produits cancérigènes qu'on utilise peut-être au quotidien qu'on ne sait pas. Dans l'hypertension, le diabète, on a parlé du sel, des cubes magie et tout. J'aimerais savoir des choses qu'on utilise dans le quotidien qu'on ne sait pas. Merci. Et bonjour à tous. Ma question, c'est concernant la chicha, qui est un phénomène qui est vraiment d'actualité dans nos pays. Parce qu'on remarque, il y a plus de fumeurs de chicha que de fumeurs de cigarettes. Et on n'a pas vraiment de données exactes pour convaincre la population, pour dire que si tu fumes la chicha, tu es exposé à ça, à ça. Il n'y a pas vraiment d'études. Est-ce qu'il ne faudrait pas accentuer les études sur la chicha pour pouvoir permettre aux communautés d'être au courant des risques qu'ils encourent en fumant la chicha? Merci. Ok, bonjour professeur, bonjour à toute l'Assemblée. Moi, c'est Linda Kofi, étudiante en 6e année de médecine. Donc déjà, merci à vous, cher maître, pour cette belle présentation. Moi, c'est plutôt une proposition. Donc, au niveau de la BPCO, il faut dire que moi, je suis en fin de cycle et j'ai rarement entendu parler de cette pathologie-là. Parce que derrière, il n'y a pas vraiment d'informations vis-à-vis de nous, les étudiants. Donc, moi, un jour comme ça, j'étais à la garde et on a reçu un patient. J'ai évoqué mes hypothèses diagnostiques, mais sans forcément penser à la BPCO. Et donc, mon chef de garde m'a dit, bon, pourquoi tu ne penses pas à ça? Je dis après, je ne sais pas c'est quoi en fait. Donc, aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est une maladie qui est en hausse en fait. Donc, il faudrait bien que nous aussi, en tant qu'étudiants, on puisse avoir la chance de participer à ces forums, ces échanges-là, pour avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Parce que vous l'avez dit, les médecins généralistes, lorsqu'ils reçoivent des patients, ils ne pensent pas forcément à ça en premier recours. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas traiter, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'informations dessus. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez vous pencher aussi, nous, étudiants, sur ce thème-là. Merci. Bon. Non, elle dit qu'elle est en 6e année, elle n'a pas entendu parler pendant sa formation de BPCO. Bon, ça, je laisserai mes confrères parce que je ne connais pas le programme du Sénégal. Est-ce qu'on l'étudie en 7e année ou en 6e? Je peux pas. Alors, je voudrais revenir à celle de Guinée. Alors, elle a raison de s'inquiéter sur le tabagisme qui sévit autour d'elle, parce qu'on distingue le tabagisme actif, c'est-à-dire celui-même qui prend la cigarette, qui l'allume, il l'inhale, et puis il y a le tabagisme passif. Et celui qui a le tabagisme passif, c'est-à-dire il ne fume pas de façon active le tabac, mais il est dans l'environnement direct d'un fumeur actif. Et il est exposé au même risque. Donc, vous avez raison de vous inquiéter. Et comme j'ai dit, c'est un problème de comportement. Alors, si c'est tout le quartier qui fume, je pense que la communauté, le service santé, tout dans la zone, je crois qu'il faut toute une concertation pour pouvoir les dissuader. Si c'est une seule personne, c'est facile, mais si vous dites tout le quartier, alors là, je pense que, comme on l'a dit, c'est multifactoriel, il y a plusieurs secteurs qui doivent y intervenir. Alors, le professeur Perfura va vous parler un peu des différents modes de tabac. Lorsqu'on n'a pas voulu étendre, on dit le tabagisme, mais il y a plusieurs formes. Il y a le tabagisme fumé, le tabagisme conchi, le tabagisme avec la chicha dont vous en parlez, le tabagisme électronique, ainsi de suite, dans lesquels il y a des petites différences parce qu'il y a l'autre, on aurait moins de nicotine, d'autres avec l'humidification des voies aériennes. Voilà, procès. En sachant bien qu'il nous reste pratiquement que 5 minutes. Le maître l'a déjà dit, hein, pour le tabagisme, on
on peut classer en fonction de la voie utilisée pour la consommation du tabac et aussi en fonction de la composition de la substance utilisée pour le tabagisme. En ce qui concerne la voie, on peut avoir le tabagisme signifié, c'est-à-dire vous tirez par les narines. On peut avoir chiqué, vous mâchez. Et puis, la forme la plus répandue, c'est le tabac fumé. Et c'est cette forme-là qui crée surtout d'énormes dégâts. Maintenant, quand on va dans la composition du tabagisme, on va parler spécifiquement du cas de la chicha que vous avez soulevé. Il y a à peu près 20 à 30% de tabac dans la chicha. Puis, il y a d'autres arômes et puis il y a d'autres substances conservatrices qui sont également des substances qui sont très irritantes pour les voies respiratoires. Donc, quand on fume la chicha, on est énormément également exposé aux mêmes effets nocifs que les effets de la cigarette, en sachant que, bon, la partie tabac ne représente qu'à peu près le tiers par rapport à une cigarette. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Maintenant, pour les autres formes de drogue qui sont souvent également utilisées avec le tabac, alors, habituellement, ce que les jeunes utilisent, hein, c'est du cannabis sous ses différentes formes. Ils mélangent le cannabis, ils mélangent le tramadol. Au Cameroun, on appelle ça la colle. Donc, chez vous, vous appelez ça quoi? C'est certainement ça. Voilà, c'est certainement ça. Et en fonction des pays, ils donnent des noms. Ils font un mélange de tout. Alors, avec cette colle-là, ou c'est pas ce que vous avez appelé caillou, je ne sais plus comment vous avez appelé ça. Voilà, couche. Le véritable problème, souvent, ce ne sont pas les effets respiratoires. Les effets respiratoires sont en second plan. C'est surtout les effets de dépendance et puis des maladies mentales qui vont survenir après. Donc, voilà, maître, ce que je pouvais dire, qu'on tienne un peu dans le temps. Merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé au bout du temps. Nous allons remercier en tout cas le comité scientifique. Moi, j'ai été exhumé de mon sarcophage de retraite ici. J'ai été exhumé alors, mais je suis entouré par une arrière-garde qui est puissante et réactive. Je, en tout cas, remercie le comité scientifique de m'avoir associé à cette importante manifestation. Et ça me permet de retrouver des élèves que j'apprécie, et ils le savent. Ils savent que je ne raconte jamais d'histoire, donc si je le dis, c'est vrai, que j'apprécie. Et voilà, je vais passer la parole au professeur Kofi qui va essayer de résumer un peu tout ce qu'on a dit. Alors, que dire après ces exposés très clairs et très riches? Alors, peut-être en guise de conclusion, je voudrais rappeler qu'il y a eu 5 gros thèmes qui ont été traités. Les 2 premiers, le cancer et la BPCO, qui constituent des maladies très graves. Malheureusement, pour le diagnostic, il faut un équipement médical pour lequel ce n'est pas disponible dans la plupart, enfin, je vais dire sur le territoire national. Et le meilleur traitement reste la sensibilisation, puisque le facteur principal, c'est le tabac. Et la lutte contre le tabac, c'est l'affaire de tous, soignants, décideurs, communautés, je dirais, voilà, tout le monde. Alors, la troisième pathologie, l'asthme, elle est très fréquente également. Elle est même connue de nos populations. J'ai demandé à mon ami professeur Anne tout à l'heure comment ça s'appelait en Wolof. Je vais prononcer, mais je crois qu'il n'y a pas de terme dédié. Mais elle est bien connue de nos populations. Par contre, c'est l'interprétation qui varie. Parfois, on dit c'est brevet de longue longévité, d'autres disent c'est maladie liée au génie. Et il y a beaucoup d'éléments à apporter sur ces éléments en termes de sensibilisation pour que les patients puissent se présenter à l'hôpital, parce qu'il existe des médicaments actuellement très efficaces. Lorsqu'on ne se traite pas, il y a un impact socio-économique important. Économique en termes d'absence de travail, économique en termes de coûts pour l'achat des médicaments. Ensuite, nous avons vu en 4e lieu la pathologie liée au sommeil, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil,
qui est une pathologie qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas trop dans notre environnement, mais qui existe. Malheureusement, le diagnostic fait appel à des enregistrements, donc des appareils un peu sophistiqués. Et je pense que ça devrait se rechercher systématiquement chez certains types de patients. Les patients diabétiques, les patients hypertendus qui ont plusieurs drogues, plusieurs médicaments, ou parfois certaines cardiopathies. Il faut qu'on soit systématique, qu'on puisse avoir des chiffres. Et enfin, les maladies professionnelles respiratoires, qui est également un pan, je dirais, c'est les orphelins un peu de la pathologie chez nous actuellement, dans notre environnement. On n'y pense pas. Et comme on nous a fait la proposition tout à l'heure, il faudrait que une équipe multidisciplinaire santé publique et puis la médecine du travail puisse se pencher essentiellement sur cet aspect particulier, parce que certaines activités professionnelles, malheureusement, engendrent des pathologies respiratoires. C'est peut-être plus simple lorsque c'est des pathologies, des professions organisées, et c'est encore plus compliqué lorsque c'est des professions ou des activités illégales, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les orpailleurs, des personnes qui utilisent des puisatiers. Et puis, comme je l'avais dit tout à l'heure, un pan particulier au monde agricole, qui est peut-être laissé pour compte également. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir les machines agricoles, et ce qui aide nos populations actuellement, c'est les herbicides qui sont utilisés sans encadrement, sans études préalables. Ailleurs, il y a des législations qui encadrent un peu l'utilisation de ces médicaments et de ces produits. Et je pense qu'il est temps que nous tous, nous prenions conscience, à commencer par la communauté qui doit alerter le personnel médical qui, par des études, va donner les arguments aux décideurs pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Les pathologies respiratoires chroniques et respiratoires constituent donc un problème qui concerne l'ensemble de la population. Voilà un peu les quelques éléments importants que je voulais rapporter. Merci. Je crois que on peut arrêter les débats ici. On peut continuer ça dans les couloirs. Éventuellement, comme il y a l'électronique, ça peut continuer encore par voie électronique. Les débats ne sont pas clos. Mais ça veut dire simplement que nous avons du travail en Afrique. Et j'ai l'impression que, après avoir écouté ce panel-là, il y a des endroits où on n'a encore rien fait. Je vous remercie.